Les mecs, ça pleure pas. Les mecs, ça enchaîne les conquêtes. Les mecs, ça mange de la viande. Beaucoup de viande. Les mecs, ça s'occupe pas des enfants. Ça se tape dessus. Les mecs, ça va vite, très vite. Ça gagne du pognon. Ça n'a pas besoin d'aide. Ça doit être musclé. Très musclé. Les mecs, ça préfère ne pas se poser de questions. Enfin, pas tous. Certains s'interrogent sur leur virilité et sur le fait que ce sont toujours les mecs qui gardent le contrôle. Prenez cet homme, par exemple. On l'appellera juste Samuel. Il pourrait être votre pote de lycée, votre ex, votre grand frère, votre oncle. On connaît tous un Samuel. Samuel, c'est un mec viril. Il le revendique. Mais c'est pas non plus un masculiniste ultra toxique. Voilà pourquoi il a accepté, de son plein gré, de suivre notre démonstration pour répondre à ces deux grandes questions existentielles. 1. D'où vient la domination masculine? 2. Comment ça se fait qu'on n'en est toujours pas sorti? La soirée est déjà bien avancée. Samuel entre dans la salle de sport et il va commencer, comme à son habitude, par un appareil de traction verticale. Excellent choix pour fortifier le dos et les bras sans forcer sur les articulations de l'épaule. On va dire, croise pas les jambes, t'es un garçon. La femme varie, change en quelque sorte, est instable, alors que le masculin doit être stable. Les sports considérés comme virils vont contribuer à établir des espaces au sein desquels la violence est légitimée, voire encouragée. Le corps de l'homme doit être musclé, bien entendu, bien proportionné, comme il se doit, de quelqu'un qui entretient son corps. Parce que les muscles représentent la capacité à agir, à se mettre en mouvement, à être actif. Tout ça, Samuel le sait bien. Sinon, il serait pas là en pleine nuit sur cette machine. Il sait aussi qu'un homme viril doit faire preuve de courage, de sang-froid, d'ambition. C'est ce qu'on attend de lui. Oui, mais avant toute chose, revenons aux fondamentaux. Un homme, c'est avant tout un sexe, un genre. Le sexe, souvent, en fait, dans la société, les gens l'attribuent au fait d'être une fille ou un garçon. D'ailleurs, dans le passeport, quand on voit sexe, c'est écrit masculin, féminin. Il se trouve que c'est en général plutôt à l'identité de la personne, et du coup, c'est plutôt du genre. Ensuite, il y a l'expression de genre, qui est comment j'exprime mon genre aux autres à l'extérieur, comment je m'habille, comment je me coiffe, comment je me maquille, comment je me tiens. Et puis, on est sexué, il y a des mâles et des femelles. Et donc, la sexuation du corps, c'est le processus biologique qui fait qu'un individu va devenir un mâle ou une femelle mature et capable de se reproduire. Alors au niveau anatomique, il y a des différences, par exemple sexuelles, il y a des différences de taille, il y a des différences de performance. Et globalement, on a deux organismes avec des stratégies reproductives différentes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait un sexe qui est meilleur que l'autre. De toute façon, dans le ventre de nos mères, nous n'étions d'abord ni mâles ni femelles. Puis nos hormones ont orienté la croissance de nos organes sexuels. Pour certaines, une vulve, pour Samuel et moi, un pénis. Et à la puberté, ce sont à nouveau ces influenceurs de l'organisme qui font pousser les poils, les seins ou les deux. Mais les hormones pèsent aussi sur nos comportements sociaux. Les hormones sont là pour nous faire nous comporter d'une certaine manière. Quand on n'a plus rien dans notre corps et qu'il faut qu'on aille manger, on a des hormones qui nous font nous bouger pour aller manger parce qu'on a faim. Et dans la grande famille des hormones, il y en a une qui joue un rôle prépondérant de l'utérus à la salle de sport. C'est la testostérone, qui d'ailleurs n'influence pas seulement les hommes.
Si on rajoute de la testo à un homme, en fait, ça va pas tellement changer, ça va pas tout d'un coup lui faire avoir plus envie de sexe. Une femme, par exemple, qui a peu de désir après la ménopause, il y a des études qui montrent que de donner de la testostérone, ça fait augmenter le désir. Ce que je trouve qui est important de se rappeler, c'est qu'une hormone, quelle qu'elle soit, en fait, n'induit pas un comportement, elle augmente la probabilité d'un comportement. Des supporters d'un match, par exemple, l'équipe qui supporte perd, leur niveau de testostérone va diminuer. Leur équipe gagne, leur testostérone va augmenter. Mais bon, c'est pas parce qu'on a plus de testostérone que ça justifie un comportement violent, quel qu'il soit. Un des fondements de la construction du système de genre, ça va justement être de biologiser, de naturaliser un ensemble de comportements. Ça conduit à avoir des systèmes d'explication, là encore, selon lesquels les violences sexuelles sont présentes chez les hommes parce qu'ils ont des pulsions, parce qu'ils ont des besoins. Il s'agit réellement d'un apprentissage qui s'organise à la fois au sein de la famille et dans les espaces de socialisation secondaire dès le plus jeune âge. Cette domination masculine est justifiée par la biologie. Nous, les mecs, on est comme ça. Ce qui va ensuite favoriser l'expression de traits biologiques qui vont encore augmenter la place de la masculinité dans la société. La définition même d'un cercle vicieux. Mais la plupart des choses qui influent nos comportements, c'est le contexte, les personnes qui nous entourent, notre passé, les traumas qu'on a vécus ou pas, la culture dans laquelle on baigne. Ça, c'est clair qu'il faut différencier entre la biologie et le comportement. On n'est pas esclave de notre biologie, même si on est influencé. Et on ne peut pas négliger cette influence. C'est surtout grâce, ou à cause, d'influences culturelles et sociales que la dominance masculine persiste. Mais comme Samuel, ce qu'on est alors en droit de se demander, c'est quelles sont ses origines réelles? Ce qu'il faut bien voir, c'est que mâle et femelle, il y a une définition qui est universelle en biologie. Les mâles sont les individus qui produisent des petits gamètes en grand nombre. Les femelles sont des individus qui produisent des gros gamètes en petit nombre. Et donc ces deux stratégies de reproduction, au niveau des gamètes, se retrouvent aussi au niveau des individus. L'individu qui fait plein de petits gamètes va tenter des reproductions un peu nombreuses et pas très différenciées, alors que la femelle va être plutôt attentive pour savoir avec qui elle va se reproduire. Schématiquement, ces deux stratégies de reproduction expliquent l'écrasante majorité des comportements animaux et végétaux des mâles et des femelles. Quand il y a des combats entre les mâles pour accéder aux femelles, ça fait une force de sélection pour que la taille dans les combats étant un avantage, ça fasse des mâles plus importants. Donc ça, c'est un des grands mécanismes qui permet d'expliquer que les mâles, dans pas mal d'espèces, sont plus grands, parce que les plus grands sont des meilleurs combattants et ont un meilleur accès aux femelles. Il y a aussi le choix des femelles. Dans certaines espèces, les femelles choisissent et décident avec quel mâle elles vont se reproduire. Et ça peut donner lieu à des décorations chez les mâles qui peuvent être extravagantes dans certaines espèces, comme chez le paon que tout le monde connaît. Donc évidemment, dans toute société, il va y avoir des influences biologiques et génétiques sur des tas de comportements, mais ça ne veut pas dire qu'on est déterminé. On est juste influencé. Quelqu'un qui a plus de testostérone en moyenne qu'une autre, aura des comportements socialement peut-être plus dominants, mais il ne sera pas forcément plus violent de manière effective. Bref, la biologie n'explique pas tout. Et la différence des rôles dans la reproduction n'excuse pas tout. Mais ce que Samuel voudrait comprendre, alors qu'il boucle fièrement son 5e kilomètre en restant sur place,
c'est comment tout ça s'est transformé en modèle de société. Alors, dans les sociétés de primates, la hiérarchie est souvent linéaire et on peut définir le mâle le plus haut comme le mâle alpha. Le mâle suivant, c'est le mâle bêta, etc. Mais le mâle alpha, c'est pas toujours le mâle le plus fort. Pourquoi? Parce qu'il fait des alliances pour pouvoir dominer. Et donc, c'est pas que le mâle alpha, c'est le mâle alpha avec le mâle bêta qui va surveiller le mâle suivant pour que le bêta fasse pas des alliances avec le suivant. L'être humain a transposé ce système à ses premières sociétés. Un réseau d'alliances qui permet d'assurer sa domination sans reposer uniquement sur la violence. Avec l'agriculture et l'élevage, on a pu accumuler des ressources. Ce qui fait que des individus ont pu accumuler plus de ressources que d'autres. Et ça a donné les premières sociétés hiérarchisées, qui n'existaient pas avant le néolithique, qui sont apparues indépendamment en Amérique, du Nord, du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe. Et à chaque fois qu'il y a eu ces ressources matérielles accumulées, à chaque fois, il y a eu les ressources reproductives. Dans les premiers conflits, un des buts de guerre est d'aller fièrement capturer des femmes pour les offrir aux glorieux combattants. Ou plus concrètement, un enlèvement, suivi d'un viol. Les Européens ont complètement envahi, par exemple, l'Amérique, etc., etc. À chaque fois, ce qu'on voit, c'est que les hommes, ils ont complètement monopolisé la reproduction, éliminé les hommes locaux de la reproduction et se sont reproduits. L'homme dominant, viril, ne doit pas seulement conquérir des terres et éliminer son ennemi. Il doit aussi prendre les femmes pour perpétuer son héritage et asseoir son pouvoir sur la durée. Quasiment le scénario de l'enlèvement des Sabines. Les mâles de la toute jeune Rome n'avaient pas assez de femmes, alors ils sont allés les piquer aux voisins. Bref, si l'homme se civilise, son système de domination ne s'éteint pas. Bien au contraire. C'est-à-dire qu'on fait un partage extrêmement genré, comme on dirait aujourd'hui, de la société. Le combat des hommes, c'est un combat militaire. Le combat des femmes, c'est le combat de l'enfantement. C'est dans ces deux situations seules que l'individu, homme ou femme, a droit à la reconnaissance de la patrie. À Sparte, cité majeure de la Grèce antique, le nom des défunts n'apparaissait jamais sur les stèles des cimetières, sauf pour les hommes morts au combat et les femmes mortes en couches. Il y a cette idée d'un danger féminin parce que les femmes, soi-disant, n'auraient pas le même accès à l'intelligence, à la raison que les hommes. Et cette croyance justifie aux yeux des Romains la domination masculine, parce qu'il faut les contrôler, ces femmes, il faut les tenir en laisse. Dans l'Antiquité gréco-romaine, la reproduction est au centre de la relation homme-femme. Les hommes veulent dompter le corps des femmes, et avant tout, leur ventre. Au moment de la naissance d'un enfant, évidemment, on sait toujours qui est la mère, mais on ne sait pas qui est le père. Pour les Romains, pour le père de famille, c'est le contrôle de sa descendance, l'authentification de ses héritiers qui compte avant tout. Je pense que c'est l'une des causes principales de la mise en place de ce système viriliste. Un système qui, à cette époque, s'affirme et s'affiche sur la place publique de façon très frontale. Je crois qu'il faut imaginer un Athénien, des enfants, des femmes, des vieux, tout ce que vous voudrez, qui se promènent dans n'importe quelle ville grecque, où le sexe des hommes est partout exposé dans les rues, dans les cours des temples, dans la proximité des temples, sous les galeries, sous les portiques. Il y a un véritable culte qui est rendu au phallus, c'est-à-dire à des représentations de sexe masculin, de pénis en érection.
le phallus a un pouvoir magique, il a le pouvoir de chasser les démons, les puissances du mal, le malheur. Cette supériorité masculine antique va donc jusqu'à vanter le pouvoir magique de la quéquette. Ça, Samuel ne se souvient pas de l'avoir appris à l'école. Comme nous tous, on lui a enseigné que les Grecs avaient inventé la démocratie. Mais n'ont-ils pas plutôt mis en place une machocratie ? Alors, est-ce que le terme de machocratie est légitime? Je crois que oui, c'est incontestable. Quel que soit le mot, il y a une réalité, les hommes ont le pouvoir. C'est une véritable idéologie qui suppose un certain nombre d'attentes, de comportements. Pour résumer, on peut dire que la virilité romaine, c'est un mélange de courage, de sang-froid et aussi de domination virile sur les êtres considérés comme inférieurs, les femmes, les étrangers, les esclaves. Le système viril antique, qu'on l'appelle machocratie ou patriarcat, repose donc à la fois sur des lois explicites et des règles plus tacites. Dans la Rome antique, et pendant les siècles qui suivront, une figure concentre tous les pouvoirs, le père de famille. C'est celui qu'on appelle le pater familias. Il règne véritablement sur la famille, la familia, qui est constituée de sa femme, sa matrone, ses enfants, et puis aussi ses esclaves. Les enfants du pater familias ne sont jamais indépendants tant que leur père de famille est vivant. Ils ne peuvent pas fonder leur propre foyer, ils ne peuvent pas rédiger leur propre héritage, ils ne peuvent pas conclure une transaction commerciale importante sans l'accord de leur père de famille. Le pater familias porte aussi la casquette de matchmaker, puisque c'est lui qui choisit les épouses de ses fils, en accord avec un autre pater familias. Une transaction comme une autre, finalement. En fait, pour bien comprendre à quel point le père de famille joue les gros bras dans ces sociétés antiques, il suffit de comparer avec la façon dont sa femme est considérée. Ce sont les prostituées qui s'exhibent à l'extérieur avec des tenues affriolantes, colorées, mais la femme mariée, la matrone, est censée être chaste, c'est-à-dire qu'elle n'a de relations sexuelles qu'avec son mari, et pudique, c'est-à-dire qu'elle parle peu, et quand elle sort de chez elle, elle est couverte, elle est voilée. L'idéal des hommes pour les femmes, c'est qu'on en parle le moins possible. Démosthène le dit très bien et crûment. Une femme honnête, c'est celle dont on ne connaît même pas le nom. Toute agitation politique est forcément masculine, et les femmes n'ont évidemment pas le droit de vote. Pour ça, il faudra attendre longtemps, très longtemps. Il n'y a pas de magistrate, il y a des sénateurs, il n'y a pas de sénatrices, et même l'accès au Sénat est interdit aux femmes. Une femme qui s'occupe de politique est toujours illégitime. Ça a une conséquence, c'est qu'il y a quand même des femmes qui s'occupent de politique. Comme Cléopâtre, quand elle règne, elle est toujours associée à un homme, mais elle est illégitime. Le résultat, ça se traduit par une description de ces femmes de pouvoir extrêmement négative. Elles sont obsédées par l'argent, le pouvoir et le sexe. Et cette image a été véhiculée depuis l'Antiquité, j'ose presque dire jusqu'à nos jours. Voilà. Les civilisations antiques ont minutieusement fabriqué un système de domination masculine où la femme et certains hommes sont soumis, à la fois dans la sphère privée et dans la société tout entière. Mais Samuel le sait, les civilisations, ça a la fâcheuse tendance à s'essouffler et à se casser la figure. Alors cette machocratie bien ancrée dans l'Antiquité gréco-romaine, est-elle capable de survivre aux bouleversements historiques à venir ?
La société romaine s'est effondrée entre le 3e et le 5e siècle. Et la place des femmes est toujours plus importante après un effondrement social que dans un moment où les civilisations sont bien structurées. Donc effectivement, au 6e, 7e siècle, il y a un créneau pour les femmes. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas du tout parce que dès qu'un nouvel ordre se met en place, à l'époque de Charlemagne, Charlemagne ne laisse jamais le moindre pouvoir à aucune femme et notamment pas à ses épouses. À chaque fois que les femmes gagnent du terrain, il y a une conjoncture de cette masculinité virile et très physique. Comme dans les années 1970, quand le deuxième mouvement féministe prend une ampleur considérable. Et même maintenant, dans le sillage de MeToo, où les femmes ont aussi fondamentalement remis en question l'ordre social et le droit des hommes à prendre ce qu'ils veulent et qui ils veulent. Après, il y a toujours un regain de masculinité qui se manifeste de manière agressive et très virile. Ainsi, quand la machocratie va trouver de premiers obstacles sur son chemin à l'aube du Moyen-Âge, elle va muter pour ne pas se laisser distancer par les temps qui changent. Alors la plupart des textes de l'époque romaine qui expliquaient ce qu'était un vir, c'est-à-dire un homme, sont toujours là. On continue d'écrire le latin, de recopier les textes. Mais le monde est devenu chrétien. Donc on a une deuxième couche, c'est la couche de l'Église qui apporte sa propre conception de la virilité. Les héros de l'Antiquité sont toujours là, les personnages mythologiques sont toujours présents, mais l'homme le plus viril qui soit, le modèle par excellence, c'est le Christ. Je pense qu'on peut tout à fait parler de machocratie pour le Moyen-Âge, ou en tout cas de patriarcat, c'est-à-dire un modèle de supériorité masculine sur d'autres modèles de masculinité, et bien sûr sur des femmes, et un modèle de supériorité masculine cléricale. Et puis la peur de la vie après la mort, surtout de l'enfer ou du purgatoire, sont là quand même pour provoquer une prise de conscience, un changement de comportement. D'une certaine façon, le modèle de Jésus-Christ remixe la virilité antique. La musique change, mais pas les paroles. Et les clercs, l'élite lettrée et religieuse du Moyen-Âge, imposent leur nouveau tube dès la naissance. Dès qu'un bébé vient au monde, si c'est un garçon, il faut agir sur son corps d'une certaine manière, notamment le frotter avec du sel, de l'huile de rosa. C'est des principes qui viennent de la médecine arabe, mais qui sont repris par les auteurs du Moyen-Âge. Il faut préparer son corps à l'action, à avoir une empreinte dans le monde. Contrairement aux jeunes filles qui, elles, sont plutôt assimilées à une forme de passivité, au monde de l'intérieur de la maison. Alors on a l'impression que oui, chez les enfants, on a une volonté très tôt de marquer qui va devenir un guerrier, qui va devenir un esclave, qui deviendra un homme, qui deviendra une femme. Et on a dans une petite tombe qui a été retrouvée à Cologne, une tombe du 6e siècle, un enfant qui a été enterré avec des petites épées, des petits boucliers, une petite cotte de maille qui a été faite à sa taille, qui ne sert pas à combattre véritablement, mais qui sert à démontrer que oui, il est un guerrier en devenir, même s'il est mort très jeune. Au Moyen-Âge, et encore grandement aujourd'hui, on ne devient un homme qu'à l'adolescence. Et cette bascule se fait à travers des rites de passage. D'ailleurs, si Samuel devait dater la période à laquelle il s'est vraiment senti devenir un mec, ce serait ce printemps où il a enfourché son premier scooter et a timidement passé la main sous le débardeur d'Aurélie de la 4e B. Alors on a l'impression qu'il y a deux rites importants au Moyen-Âge, la remise des armes. Donc c'est un moment où on rentre dans la société. Pour un homme, ça se déroule à un âge qui est sans doute 14-15 ans. Et puis il y a aussi le moment où on est capable de se coiffer, être capable d'avoir une chevelure longue ou mi-longue qui vous démarque du reste de la société.
Et puis, il y a toutes sortes de normes morales dont il faut faire l'acquisition. La raison qui doit se développer, mais qui se fait petit à petit, surtout à partir de l'adolescence, une maîtrise de son corps, une stabilité dans les émotions, une manière de discipliner le corps et l'esprit qui vient d'un idéal clérical mais transposé au laïque, avec l'idée d'une masculinité performative qui n'est pas innée, mais qui doit sans cesse être prouvée. C'est pas le troufion de base, l'homme viril, c'est vraiment le combattant de premier plan, le général, le roi, le combattant d'élite. Le long règne de Charlemagne, presque 60 ans, il n'y a que 3 ans sans guerre. Donc il faut imaginer que oui, les jeunes gens partent très régulièrement à la guerre, pratiquement tous les ans, c'est le job d'été, partir à la guerre. Le discours clérical, lui, va plutôt tenter de maîtriser en fait la violence, de la contrôler. Mais s'il y a un discours sur cette violence qu'il faut contrôler, sur les appétits du corps, de la chair qu'il faut contrôler, c'est probablement parce qu'il y a un besoin d'endiguer cette violence et que ce n'est pas forcément le cas dans les pratiques de tous les jours. La violence est un aspect primordial de la machocratie. La façon suivant les individus dont elle va être tolérée, canalisée ou maîtrisée est un marqueur extrêmement fort de la virilité. C'est parce que la violence est intrinsèquement liée à la construction du genre. Les éducateurs, les parents, les enseignants vont être beaucoup plus tolérants dès le plus jeune âge vis-à-vis des violences exercées par les garçons. C'est normal, il est bagarreur, ça lui passera ou pas d'ailleurs, mais on va tolérer ces violences-là, alors qu'elles vont être immédiatement sanctionnées, réprimées du côté des filles, parce que ça ne se fait pas, ce n'est pas féminin. Ensuite, cette différence de traitement va être accentuée à toutes les époques par une séparation franche. D'un côté, on met les femmes. De l'autre, les hommes, qui se regroupent entre eux, entre mecs, et entretiennent un véritable entre-soi masculin. Autrement dit, on va maintenir très longtemps, le plus longtemps possible, les filles dans les espaces privés, on va les maintenir dans le cadre d'activités domestiques, alors que les garçons vont pouvoir sortir, être à l'extérieur, pratiquer des loisirs et des sports de manière beaucoup plus massive que les filles. Alors, on a des entre-soi virils, peut-être un peu moins que dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on mange hommes et femmes ensemble. C'est très rare d'avoir le repas que des hommes. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment du repas, la beuverie, qui est masculine. Donc, c'est jusqu'à la fin de la nuit. Et là, il n'y a que des hommes, généralement des guerriers, c'est-à-dire les quelques dizaines de guerriers qui entourent le chef et qui vivent tous ensemble, qui vivent tous leurs épisodes de leur vie ensemble. Ils mangent ensemble, ils meurent ensemble, ils rament ensemble. Malgré quelques ajustements pour rester tendance, la virilité du Moyen-Âge n'est finalement qu'un nouvel épisode d'une franchise à succès. Samuel n'y avait jamais vraiment réfléchi à ce point. Et il voit maintenant en quoi la violence et l'entre-soi masculin ont forgé des générations d'hommes, y compris lui. Mais comme on dit souvent, on n'est plus au Moyen-Âge. Alors sous quelle forme la machocratie a-t-elle évolué ensuite ? Alors, la Renaissance, paradoxalement, je crois qu'il ne faut pas penser qu'il y a un doute sur une crise de la masculinité, en quelque sorte. Parce que les hommes restent importants démographiquement dans la société, même si au cours de l'Ancien Régime, eh bien, la démographie fait que les femmes deviendront plus nombreuses. Mais je pense que l'événement peut-être le plus important est que se développe un système de cours qui est un système qui n'est pas homosocial. C'est-à-dire que dans les cours, vous avez des hommes et des femmes.
Après ce modèle courtisan va venir le modèle au XVIIe siècle du salon, qui là encore est un modèle social qui mélange les hommes et les femmes, puisque très souvent ce sont les femmes qui sont les maîtresses en quelque sorte des salons. La Renaissance porte bien son nom. Le système féodal s'effondre, le christianisme se réforme, la colonisation s'accélère. Et surtout, les femmes gagnent en présence. Bien sûr, entre rebondir et disparaître, la machocratie a déjà fait son choix. On demande quoi aux courtisans, à l'homme? Tout d'abord, de maîtriser ses passions, d'être prudent, de ne pas afficher dans son dialogue avec les autres, avec les femmes notamment, une position suréminente et dominante. Face à ça, on va préférer plutôt une adresse corporelle, une certaine prestance qui s'acquiert, par exemple, dans les académies équestres. Donc savoir bien monter un cheval est en quelque sorte une image d'un homme droit, svelte. Savoir danser, les académies équestres sont des lieux où on apprend aussi en quelque sorte à danser, à avoir une certaine aisance. Et les jeux qui vont être mis en avant sont des jeux moins dangereux. Voilà qui va intéresser tout particulièrement Samuel. Ces jeux populaires, entre hommes bien sûr, sont en quelque sorte les ancêtres du sport contemporain. Tout un ensemble d'activités qui ne sont pas seulement un défouloir individuel, comme Samuel avec ce pauvre sac de frappe, mais une façon de réguler la moitié de la société, celle qui a le plus de mal à croiser les jambes. De fait, les statistiques montrent une baisse très importante au cours des derniers siècles du nombre d'agressions physiques, du nombre de meurtres, d'assassinats. Donc il y a un moindre recours aux violences interpersonnelles et en même temps une moindre tolérance. Un des modes de régulation de ces violences, ça va être de trouver des espaces dans lesquels l'usage de la violence va être à la fois régulé et toléré. Ça peut être un certain nombre d'espaces sportifs, un certain nombre d'espaces de loisirs, ça peut être encore une fois les bagarres entre groupes de jeunes. Et là, il y a une formation en quelque sorte à la masculinité entre jeunes. Alors parfois par des jeux assez violents, entre villages par exemple, les combats de Soule, etc. Il y a aussi cette idée que les jeunes gens vont participer aux fêtes villageoises, qu'ils vont participer aux processions, qu'ils vont porter la bannière et que c'est un exercice d'haltérophilie, puisqu'il va falloir incliner la bannière, c'est là qu'on montre en quelque sorte ses muscles. Chez l'homme, cette violence virile est donc encouragée, exaltée, mais surtout canalisée. La machocratie ne tolère pas de violence qui pourrait menacer son autorité, non. Par contre, elle sait utiliser, toujours dans son propre intérêt, la fougue de jeunes hommes impatients de prouver leur virilité. Nous savons par de nombreux soldats, de jeunes hommes qui partent à la guerre, qu'ils ressentent cela comme le moment où ils deviennent des hommes. Si l'honneur est resté quelque chose qui est attendu du militaire et du soldat, on attend aussi du soldat par rapport au chevalier médiéval qu'il ait plus l'esprit de corps. Le bon soldat, c'est quelqu'un qui doit être discipliné, qui doit savoir obéir, qui doit être courageux, mais qui en même temps ne doit pas faire passer en quelque sorte sa gloire personnelle par rapport à l'intérêt collectif. Si la machocratie a toujours su évoluer avec son temps, un aspect central n'a pas bougé. Samuel le sait. Pour décrocher sa carte de membre du club de la virilité, il faut suivre un ensemble d'exigences physiques et morales, et ne jamais faire un pas de côté. De peur d'être exclu de cette élite masculine, et de se retrouver du mauvais côté de la clôture.
Vous aurez toujours des gens pour reprocher aux hommes de traverser une crise de la masculinité ou d'être efféminés. Vous aurez des pasteurs protestants qui considéreront par exemple que les prêtres catholiques étant rasés et n'étant pas mariés, à la différence des pasteurs, eh bien c'est un clergé efféminé. Vous aurez en même temps des Européens qui, pour montrer que les Indiens d'Amérique sont bons pour être réduits en quelque sorte en esclavage, sont soit dans un état infantile, soit alors sont efféminés parce qu'ils n'ont pas de barbe. Pour moi, la masculinité au XIXe siècle est totalement influencée par l'expansion coloniale. La masculinité hégémonique de l'époque était clairement hétérosexuelle. Et toute tendance homosexuelle excluait automatiquement ces hommes du groupe. Pour moi, c'est également lié à la colonisation. Parce que les hommes européens pensaient que tous les hommes colonisés étaient homosexuels dans une certaine mesure. Au XIXe siècle, à la question de qui a la plus grosse virilité, la réponse est toute trouvée. Chaque différence culturelle entre colons et colonisés devient une preuve évidente de la supériorité de l'homme européen. Au XIXe siècle, l'alcool était si fortement ancré dans leur identité d'homme qu'ils supposaient que pour atteindre un certain degré de civilisation, il fallait boire de l'alcool. Certains mouvements partaient du principe qu'il fallait même contraindre les musulmans à boire pour qu'ils puissent être civilisés. Alors qu'au pays, le patriarcat est secoué par des révolutions politiques et industrielles et que la modernité technique rend les hommes parfois accessoires, dans les colonies, ils peuvent remuscler leur virilité en terre sauvage. Il y avait cette idée d'une masculinité aventureuse, exploratrice, aussi bien dans le choc avec les populations colonisées que dans la compétition avec les autres nations européennes. Il est intéressant de constater que le capitalisme s'est développé à la même époque. Parce qu'il faut prendre des décisions et aller de l'avant, s'approprier des choses et pouvoir lutter pour des ressources limitées. À travers le système capitaliste, la machocratie pèse de tout son poids sur la sphère économique et professionnelle. Oui, Samuel se rend compte qu'effectivement, chaque step by step et chaque call avec son N+1 est une nouvelle occasion de matraquer des préceptes virilistes. Compétition, résultat, prise de risque. Voilà, la masculinité toxique s'est imposée partout. Mais elle n'infecte pas tous les hommes de la même façon. On pense toujours que la virilité, c'est un modèle immuable et que les hommes ils se sont comportés toujours de la même manière ou qu'ils ont eu des modèles de référence qui sont toujours les mêmes. Et en fait, il y a plusieurs modèles parce que plusieurs formes de masculinité coexistent en même temps. Par exemple, pour un bourgeois blanc du XIXe siècle, être un homme signifie autre chose que pour un homme noir et esclave aux États-Unis.
On dit que les hommes ont toujours voté, c'est pas vrai. En fait, il y a d'abord des élites qui ont voté, masculines, et puis on a élargi progressivement ce droit de vote aux autres classes sociales des hommes. Bon, les femmes, ce sera beaucoup plus tard. Les hommes blancs hétérosexuels seraient donc les seuls capables d'avoir un usage productif et responsable de leur liberté. C'est toute la perversion de la machocratie. Une majorité des hommes adhèrent au projet. Qui n'a pas envie d'être plus viril que le type d'à côté? Mais seule une minorité d'entre eux en tire réellement avantage. Et Samuel commence à comprendre à quelle catégorie il appartient. Mais le pire, c'est que même les hommes virils premium s'enferment dans un carcan. La masculinité et la virilité des élites sont définies à travers un idéal physique qui est difficile à respecter. La masturbation est donc totalement interdite. Elle entraînerait l'impuissance, un vieillissement prématuré, l'épilepsie, la mort, etc. Et du coup, par exemple, la médecine va penser au XVIIIe siècle des systèmes qui vont être placés sur les pénis la nuit. Dès que la personne a une érection, du coup, les anneaux serrent, donc les pointes, elles vont piquer les pénis et la personne, elle se réveille. Ces engins de torture qui ont traversé les siècles illustrent assez douloureusement la relation conflictuelle de l'homme viril avec son propre corps. Il veut le contrôler à tout prix, sans jamais chercher à le comprendre. Et ça va aussi fabriquer une sorte de tabou sur la sexualité masculine. Parce que si on prend au même moment ce qui se passe du côté de la femme, on va avoir des spécialités médicales qui sont consacrées exclusivement au corps de la femme, la gynécologie, l'obstétrique. En fait, il n'y a pas, par exemple, l'andrologie. Il n'y aura toujours pas, c'est-à-dire on vit aujourd'hui dans un monde où il n'y a pas de spécificité médicale pour le corps de l'homme. Voilà de quoi retourner un peu le cerveau de Samuel. L'homme viril, maniaque du contrôle sur tout ce qui l'entoure, névrosé au point de s'imposer des objectifs illusoires, ne semble jamais s'être posé une question pourtant fondamentale. C'est quoi un homme ? C'est un sujet qui revient sans cesse avec ce concept de la masculinité toxique. Elle n'est pas seulement toxique pour les autres, mais aussi pour les hommes eux-mêmes. Simplement parce qu'il est un mec. Samuel mange plus de viande grasse, il boit plus d'alcool, il a beaucoup plus de risques d'être victime d'accidents du travail, de perpétrer un crime, d'être enfermé en prison et de mourir plus jeune. Être un véritable homme viril est une activité qui demande beaucoup d'énergie. C'est une prise de risque accrue, dangereuse pour ces hommes eux-mêmes. Et donc, soit un homme, c'est pas une chose facile. Et tout le monde n'est pas aussi qualifié, en quelque sorte, pour relever cette responsabilité. Faire face aux attentes de la machocratie, même quand on est dans l'élite virile, ce serait donc ça, la charge mentale et physique des hommes? Peut-être bien. Mais cette révélation ne date pas d'hier. Là où c'est un fardeau, un poids, c'est qu'il y a une sorte d'injonction à être un corps parfait. On comprend que le virilisme est un piège, en fait, pour certains hommes. Ovide nous dit que ce virilisme, finalement, le rend triste et l'angoisse. Il aimerait autre chose que ce que propose la société viriliste romaine. Quelle que soit l'époque, la machocratie n'a jamais été tendre avec les hommes qui sortent du rang.
On a des critiques vigoureuses contre des hommes qui ne répondent pas aux attentes, notamment qui s'habillent trop bien, qui passent trop de temps avec les femmes ou qui ne combattent pas alors qu'il y a une menace sur leur royaume. Par exemple, le roi Eudes, à la fin du IXe siècle, il a tous ces défauts-là et on dit il se comporte comme une femme laide. Ça conduit quelques hommes à être victimes de certains modèles de masculinité. Par exemple, les hommes queer ou les hommes gays sont victimes d'une sorte de masculinité, d'une certaine conception hétéronormative de la masculinité. C'est-à-dire qu'il y a de multiples facteurs de domination qui se croisent. Donc, c'est pas que le genre. Les rapports de domination dans le genre sont aussi croisés avec tous les autres rapports de domination qui sont l'origine ethnique, le niveau social. Quand on sait tout ça, impossible de ne pas se rendre compte que la machocratie écrase tout le monde. Samuel savait déjà tout ça, à 2-3 anecdotes historiques près. Ce qu'il se demande, c'est comment il a pu passer à côté. Quand on regarde la société globalement, en fait, les hommes ont des privilèges, ont le plus de privilèges. C'est pour ça qu'ils ne savent pas qu'ils les ont, parce qu'en fait, ils les ont. Et c'est que quand on ne les a pas, on est très énervé, parce qu'on se dit, mais pourquoi je ne peux pas voter? Pourquoi je ne peux pas avoir mon compte en banque? La virilité a transformé des impulsions biologiques en obligations sociales, on a compris. Elle a survécu à tous les revirements de l'histoire en mutant pour s'adapter à son environnement, on a compris. Vient alors une dernière question pour Samuel. Et maintenant ? Quelle est la masculinité hégémonique aujourd'hui? Le système de la loi proclame l'égalité des hommes et des femmes et les femmes ont autant de droits, en tout cas théoriquement, que les hommes. Donc on n'est plus dans la situation de l'autorité patriarcale fondée juridiquement. Et je pense que c'est quelque chose qui irrite beaucoup d'hommes. En même temps, l'évolution de ces dernières années montre que cette virilité est résistante, qu'elle revient en force, qu'elle est à nouveau célébrée et qu'elle s'immisce avec force et vigueur au cœur de la politique. En tout cas, il faut qu'on redise qu'il y a eu plusieurs modèles de masculinité pour qu'on puisse en fabriquer de nouveaux, qu'il y a des formes possibles des masculinités alternatives, mais peut-être aussi des fémininités alternatives. La théorie du genre, c'était de reconnaître que le masculin et le féminin ne sont pas des données, ce sont des constructions sociales, en fonction de l'histoire, de l'époque où on vit, de la culture dans laquelle on vit. Nous avons un corps, nous avons un sexe, etc. Mais ensuite, de ce corps qui nous a été donné, ce qu'on en fait socialement, je trouve ça intéressant. Des hommes et des groupes d'hommes se sont éloignés du patriarcat. Ils ne se considèrent plus uniquement comme des gagne-pains, comme ceux qui doivent démontrer leur force, mais aussi comme des personnes qui s'occupent avec amour de leurs enfants et de leur famille. Quand on voit l'espèce juste à côté, qui est les bonobos, où il y a beaucoup de cas où les femelles sont dominantes sur tous les mâles, cela montre que cette dominance d'un sexe ou de l'autre peut évoluer. Et donc dire que la société humaine, où il y a une dominance masculine dans toutes les sociétés connues, c'est quelque chose qui peut aussi évoluer, comme ça a évolué
dans la lignée des bonobos. C'est une construction à travers le temps, donc qui n'est pas du tout figée, mais qui peut être déconstruite, qui dépend des valeurs, de questions politiques et aussi économiques, qui agitent, qui animent une société à une période donnée. On ne peut pas du tout résumer ça à des choses simples, binaires, noir-blanche, catégoriques. Même d'un point de vue presque philosophique, c'est inintéressant. Parce que ce qui est justement tellement beau, c'est qu'on est tous et toutes totalement différents. Dehors, le jour commence à se lever. Cette nuit, Samuel a perdu toute notion du temps et brûlé plus de 3000 calories. Mais maintenant, c'est plutôt son esprit qui est en surchauffe. La salle de sport va bientôt rouvrir au public. C'est le retour à la réalité. Samuel va côtoyer à nouveau des femmes. Et surtout, d'autres hommes.